Salut Thierry, Salut Pablo. merci d'avoir accepté notre invitation. Thierry, tu es maître de conférences en études britanniques à l'université de Nanterre. Et si on t'a invité, c'est parce qu'il n'y a pas que la France, ces élections présidentielles et législatives dans la vie. Il se passe aussi des choses outre-Manche. Ce week-end, l'événement politique a eu lieu en Irlande du Nord avec la victoire du Sinn Féin, un parti nationaliste de gauche favorable à la réunification de toute l'Irlande et essentiellement catholique, alors que jusqu'à présent, la vie politique nord-irlandaise était dominée par des partis unionistes protestants. Alors, avant de rentrer dans ce que cette élection pourrait changer, une question plus historique que politique, on en est où en Irlande du Nord aujourd'hui? On sait que pendant de longues années, une guerre féroce a eu lieu entre les partisans de la réunification de l'Irlande et ceux qui préféraient l'attachement avec la Grande-Bretagne. Est-ce qu'aujourd'hui la question se pose encore? Elle se pose très différemment, on peut dire, depuis la fin des années 90, depuis 98, et le processus qu'on a appelé le processus de dévolution. Donc, sous le premier gouvernement Blair, il y a eu un processus d'autonomie politique ou d'autonomisation politique qui a concerné donc les trois petites nations du Royaume-Uni, l'Écosse, le Pays de Galles et l'Irlande du Nord. Euh, et donc il y a eu des référendums en Écosse et au Pays de Galles pour cette autonomie politique. Donc ça veut dire que ce sont des pays qui ont des gouvernements, un Premier ministre, alors on n'appelle pas ça un Prime Minister, mais un First Minister. Bon. Ces gouvernements n'ont pas l'intégralité des portefeuilles ministériels. Bon. Mais ce sont des gouvernements autonomes avec des parlements autonomes à Holyrood en Écosse, le Sénat au Pays de Galles, à Stormont à Belfast en Irlande du Nord. Et donc, pour ce qui concerne l'Irlande du Nord, le processus a, disons, été le même, mais plus long, vu le caractère extrêmement tendu de l'histoire de l'Irlande du Nord, de la fin des années 60 jusqu'aux années 90, ce qu'on appelle la période des troubles. Oh. L'Algérie, c'était les événements, et l'Irlande du Nord, c'était les troubles. Bon. Et là, il y a eu quand même une modification, si tu veux, structurelle très importante. C'est que dans ce processus-là, jusqu'à ce processus-là, les institutions et le découpage, si tu veux, démographique et frontalier, électoral de l'Irlande du Nord étaient faits pour qu'il y ait des majorités protestantes unionistes. C'était fait comme ça. Et ce qui est très intéressant d'ailleurs, c'est que dans le commentaire de l'élection il y a quelques jours, il y a un commentateur de la BBC qui a commenté les résultats et qui, la première fois, a dit ça, l'a dit explicitement. C'est extraordinaire, ce résultat du Sinn Féin est extraordinaire parce que depuis le départ, depuis 1921, depuis la partition de l'Irlande et la création de l'Irlande du Nord, tout a été fait institutionnellement pour assurer, pour garantir des majorités, une hégémonie unioniste ou loyaliste. Alors, ce qui se passe depuis, avec cette dévolution et cette création d'un parlement autonome en Irlande du Nord, c'est que le principe de base, c'est un principe de power sharing, de partage du pouvoir. Et donc, depuis, en principe au moins, dans les faits, les choses se passent un peu différemment, mais en principe, il y a un partage du pouvoir entre les formations, enfin la formation républicaine indépendantiste, nationaliste pour une Irlande réunifiée, et la majorité unioniste. Donc qualitativement, comment dire, cette trame institutionnelle ou ce cadre institutionnel de l'Irlande du Nord a beaucoup changé. Et là, il a fini par jouer en faveur du Sinn Féin. Alors, du coup, mais qu'est-ce qui a fait que tout d'un coup il y a eu une bascule? Est-ce que ce serait pas ce qui s'est passé, enfin ce qui se passe maintenant depuis quelques années, à savoir le Brexit, Oui. c'est-à-dire que tout d'un coup la question de la frontière entre l'Irlande du Nord et l'Irlande, puisque faut rappeler que l'Irlande appartient à l'Union européenne, alors que l'Irlande du Nord appartenant à une entité brexiteuse comme la Grande-Bretagne, bah, du coup n'appartient plus à l'Union européenne. Ouais. Du coup, cette frontière devient genre une zone en fait de tension assez importante. Est-ce que c'est ça aussi qui a joué dans la victoire actuelle du Sinn Féin? Oui. Alors on peut dire ça, on peut dire toutes sortes de choses, mais on peut dire celle-là. D'abord, le Sinn Féin a été en progression électoralement en République d'Irlande et en Irlande du Nord. Ah oui, c'est un parti qui est binational, enfin qui est des deux côtés de la frontière. Absolument. Et en Irlande, aux dernières élections en Irlande, en République d'Irlande, le Sinn Féin est aussi devenu une force politique beaucoup plus importante. Alors, elle était déjà, mais là, elle a pris un ascendant nouveau en Irlande. Donc il y a une dynamique
du Sinn Féin, qui en général, qui est un parti de gauche, même si on ne le dit pas suffisamment explicitement. Et donc cette dynamique passe la frontière. Bon. Alors là, ce qui se passe, c'est que beaucoup se joue autour de l'histoire du protocole pour l'Irlande du Nord. Et le protocole pour l'Irlande du Nord, c'est-à-dire l'accord entre le gouvernement de Westminster et l'Europe, l'UE, c'est de dire, l'Irlande du Nord a un statut particulier au sein du Royaume-Uni. L'Irlande du Nord, malgré le Brexit, va rester, tant qu'on n'a pas résolu la question de la frontière, l'Irlande du Nord va rester dans le marché unique. Et ça veut dire que entre la Grande-Bretagne, Écosse, Pays de Galles, Angleterre, et l'Irlande du Nord, il doit y avoir des contrôles commerciaux, des contrôles sur les exportations, les importations, etc. Sinon, ça veut dire qu'il faudrait restaurer une frontière douanière sur l'île d'Irlande, et ça, tout le monde voit que c'est une source de problèmes graves. Donc, pour des raisons économiques, il faudrait qu'il y ait une frontière sur l'île d'Irlande, restaurer une frontière en dur, qui n'existe pas depuis des années, mais pour des raisons politiques, il ne faut pas qu'il y en ait. Et donc, pour les unionistes et les loyalistes, pour les protestants nord-irlandais qui veulent rester unis et qui veulent rester loyaux à la couronne d'Angleterre et tout ça, il y a le sentiment d'être abandonné, d'être largué, d'être mis hors du cadre historique, hors du Royaume-Uni, exactement. Donc c'est un premier pas et que c'est une espèce de largage. Alors, quand Theresa May a failli perdre les élections en 2017, elle a été obligée de faire une espèce de deal, même pas un deal politique d'ailleurs, mais une espèce d'acheter les 10 députés nord-irlandais dont elle avait besoin pour maintenir sa majorité. Et donc là, ils étaient en position de force pour négocier vis-à-vis de Theresa May. Mais à l'issue des élections 2019 où Boris Johnson a remporté une importante majorité au Parlement britannique avec une majorité de 83 sièges ou plus de 80 sièges, les conservateurs en Angleterre n'ont plus besoin ne sont plus dépendants des quelques députés qui leur permettaient de faire la différence au Parlement. Et donc, si tu veux, il y a un abandon, une forme d'abandon, de mise à distance politique. Alors, se rajoute à ça le personnage de Boris Johnson, qui est peu fiable, enfin, sur quels que soient les aspects sous lesquels on aborde le personnage. Donc, si tu veux, ce sont des gens qui, le UUP, le DUP en Irlande du Nord, ces partis politiques, se sentent en partie largués par le pouvoir politique britannique depuis 2019 en particulier, et ce largage s'institutionnalise dans ce Northern Ireland Protocol, dans ce protocole pour l'Irlande du Nord. Et donc, ce qui se passe depuis février dernier, enfin, ça a commencé avant ça, mais les loyalistes nord-irlandais se sont montrés incapables de gouverner de manière stable en Irlande du Nord. D'abord, Arlene Foster, la dirigeante du DUP précédente, a été dans des scandales. Elle a fini par démissionner. Bon, n'étant pas... il y a eu des gros problèmes de ce power sharing, si tu veux. Je ne veux pas trop rentrer dans les détails, ce serait trop long, mais depuis plusieurs années. Là, il se trouve que depuis février dernier, depuis début février 2021, le principal dirigeant du DUP boycotte sa propre participation au gouvernement nord-irlandais en disant nous boycottons, nous refusons de faire fonctionner l'instance politique principale en Irlande du Nord tant qu'il y a ce protocole sur l'Irlande du Nord. Je veux que moi, Jeffrey Donaldson, je veux qu'on nous dise, voilà, le Premier ministre à Londres doit décider unilatéralement que l'Irlande du Nord reste dans le Royaume-Uni, met un terme, rompt sa négociation avec l'UE, et tant qu'il ne fera pas ça, je ne participe pas. Mais faisant ça, il interdit aussi le processus, le fonctionnement, il empêche le fonctionnement de ce système de power sharing, de partage du pouvoir en Irlande du Nord. Alors, pourquoi je te dis tout ça? C'est parce que ça veut dire que le Sinn Féin apparaît, si tu veux, tant sur la question sociale, où là, la situation est très très grave, on pourra en dire un petit mot, mais alors on sait bien qu'elle est grave en France, alors disons qu'en Grande-Bretagne, au Royaume-Uni, ça a pris une grosse longueur d'avance sur pas mal de sujets.
Mais tant sur la question sociale que sur la question du bon fonctionnement des institutions politiques, le Sinn Féin apparaît comme hyper ordonné, rationnel, comme voué à une bonne gouvernance, dont les autres, dont leurs adversaires politiques se montrent incapables. C'est-à-dire que là, il y a un Parlement qui fonctionne, mais l'instance politique principale, le gouvernement qui est censé partager le pouvoir, ne fonctionne pas depuis plus d'un an maintenant. Donc la position de force dans laquelle se trouve le Sinn Féin, c'est ça, si tu veux, c'est qu'ils peuvent intervenir sur des questions sociales, et ça a été vraiment le thème de leur campagne récente, sur la santé, sur les salaires, sur le coût de la vie, sur le logement, hein, avec des annonces programmatiques importantes sur ces sujets-là, sans mettre en avant la question de la dépendance et de la réunification. Tout le monde sait que c'est ça qu'ils défendent, et ils le disent. Mais dans la campagne, ils ont joué la carte d'une conjoncture qui joue en leur faveur. À ce niveau politique-là que je viens de décrire, et puis au niveau économique, si tu veux, il y a une situation d'Irlande économiquement réunifiée de fait. Et donc, ce que dit la dirigeante du Sinn Féin, la dirigeante nationale en République d'Irlande, mais qui est beaucoup intervenue dans la campagne en Irlande du Nord, Mary-Lou McDonald, c'est qu'elle dit oui, nous défendons le projet de réunification, mais nous voulons le faire en bon ordre, sans décision unilatérale, à un horizon de 5 ou 10 ans. Donc elle, ce qu'elle dit, c'est ça, hein, sur un horizon de 5 ans, 10 ans, d'aller dans le sens de la réunification, mais en tenant un discours qui, moi, me paraît très, très habile, en disant oui, en Irlande du Nord, il y a des gens qui se définissent dans leur identité britannique, et que cette identité doit être respectée, et donc on doit avoir un processus de réunification qui reste inclusif des identités et affiliations existantes. Je pense que ça va être un peu compliqué. C'est intéressant parce que la façon dont tu présentes les choses, c'est très comme si le Sinn Féin et globalement tous ces partis étaient très respectueux des institutions, du respect, du maintien de l'ordre, etc. Ouais. Or, on sait que la question de la lutte armée en Irlande et a fortiori en Irlande du Nord est une question qui est encore assez vive. Du coup, est-ce que c'est de ça aussi qu'on peut, est-ce que les Britanniques au sens large et plus particulièrement les Irlandais sont inquiets en fait d'une possibilité d'un rebasculement en fait vers des formes armées de protestation et non pas uniquement des formes de rapports de force institutionnels? Ouais. Alors la réponse est oui. Alors je sais que c'était un glissement dans ta phrase. Il faut pas dire aux Irlandais qu'ils sont britanniques parce que sinon ils se fâchent pour des raisons qu'on comprend. Mais oui, c'est-à-dire que là l'idée, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que l'idée d'une restauration d'une frontière en dur, d'un contrôle douanier avec une frontière en dur entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande, paraît impossible précisément parce que ça risquerait de réveiller des formes de confrontation violente de très haut niveau. Alors, ces menaces-là sont surtout venues du côté unioniste ces 2 dernières années. Alors ça a été un peu émeutier et pas beaucoup plus que ça, mais en même temps, dans le contexte nord-irlandais, cette ambiance émeutière, tout le monde se dit qu'elle peut annoncer des choses beaucoup plus sérieuses. Cela dit, il se trouve que depuis la fin des années 90 et le decommissioning, le fait que l'IRA est censé avoir renoncé à la lutte armée, etc., il y a toute une génération maintenant de gens qui n'ont pas connu ça. C'est-à-dire il y a encore beaucoup de gens qui ont connu ça très bien dans leur vie, qui l'ont vécu, et dans beaucoup de cas, beaucoup en sont morts. Mais il y a toute une génération de gens jeunes qui, eux, n'ont pas connu ça. Donc, ceux qui ont 20 ans aujourd'hui. Exactement. Donc le retour à ces formes-là se pose pas dans les mêmes conditions que, disons, qu'il y a 20 ans en arrière. Voilà. Donc il y a une espèce de fait générationnel là qui pèse dans cette affaire-là. Cela dit, la question continue de se poser. Je voulais juste ajouter que oui, tu as raison de dire que ce processus de réunification irlandaise
qui serait inclusive des gens qui chercheraient à être inclusifs, ou en tout cas qui le dit, c'est déjà pas mal, de reconnaître des gens qui se définissent comme britanniques en Irlande du Nord et qui, est un problème réel, d'où le temps nécessaire et le bon ordre revendiqué par Mary Lou McDonald. Politicienne de haut vol, les dirigeantes du Sinn Féin en Irlande du Nord, Michelle O'Neill et Mary-Lou MacDonald en République d'Irlande, ont affaire à des gens de très haut calibre, comme avec Nicola Sturgeon en Écosse. Mais ce sont quand même des gens qui peuvent s'appuyer sur le fait qu'en 2016, lors du référendum sur le Brexit, 56% de la population nord-irlandaise a voté pour rester dans l'Europe. 56%, c'était 62 en Écosse, c'était 56, donc un niveau très élevé. Donc la question, si tu veux, européenne de rester ou pas membre de l'UE a tendance à modifier les questions communautaires et les questions nationales en Irlande du Nord. Et donc le Sinn Féin peut aussi s'appuyer sur cette légitimité-là. La majorité des Nord-Irlandais, catholiques, protestants, ce qu'on veut, ont voté pour rester dans l'Europe. Alors justement, est-ce que l'unité de la Grande-Bretagne dans son ensemble ne pâtirait pas de ces nouveaux clivages? Parce que là, tu parles du clivage en fait entre les différentes identités en fait qui peuvent exister au sein de la Grande-Bretagne. On parle du clivage vis-à-vis de l'appartenance à l'Europe avec ce que tu rappelais, c'est-à-dire que l'Écosse et l'Irlande du Nord ont voté majoritairement pour l'appartenance à l'Union européenne, alors que en Angleterre, c'était majoritairement contre. Et ensuite, un clivage gauche-droite. Parce que je rappelle que du coup, maintenant, aujourd'hui, à la fois l'Écosse et l'Irlande du Nord sont passés à gauche, alors que l'Angleterre reste à droite et est dirigée avec un Premier ministre, Boris Johnson, qui appartient au Parti conservateur. Donc du coup, est-ce que ces différents clivages, donc à la fois sur la question sociale, la question des identités et la question de l'intégration, on va dire, dans une unité régionale que serait l'Union européenne, ne sont pas en train de participer finalement à la dislocation du Royaume-Uni? Oui, alors la réponse est oui. Ce qu'on peut dire depuis 2016, depuis le référendum sur l'UE, il y a l'élection récente de la semaine dernière tend à consolider quelque chose qui est en cours depuis un moment. L'enracine, le renforce. Le SNP, le Parti nationaliste écossais, a consolidé son hégémonie en Écosse. Bon, et eux aussi sont pour un nouveau référendum sur l'indépendance de l'Écosse. Le dernier a eu lieu en 2014. Les gens ne savaient pas qu'un vote anglais allait les obliger à sortir de l'UE. Bon. Donc le vote de la semaine dernière en Écosse a confirmé cette domination politique et électorale du SNP. Là, on voit ça, donc on en a parlé pour l'Irlande du Nord, où le Sinn Féin a été pro-européen. Alors, dans le contexte nord-irlandais, la question est pro-européen ou anti-européen, elle se pose quand même au regard de conjonctures qui sont très concrètes et nationales et régionales. Bon. Mais pour le Pays de Galles, alors c'est moins marqué, mais la tendance est la même. Le Pays de Galles, les travaillistes restent très forts au Pays de Galles, mais ce sont le dirigeant travailliste Mark Drakeford au Pays de Galles et la position des travaillistes gallois qui sont assez hégémoniques au Pays de Galles, c'est une position de distanciation très marquée par rapport au Labour britannique et par rapport au pouvoir de Westminster. Avec en plus au Pays de Galles un parti nationaliste, Plaid Cymru, qui est assez important, alors qu'il n'y a pas la même surface que les nationalistes écossais, mais qui est aussi une force politique très importante. Et le Pays de Galles, il faut le rappeler, c'est quand même un pays qui a énormément dépendu financièrement des programmes de fonds structurels européens. Et donc, avec le Brexit, tout ça s'est arrêté. Et ces programmes étaient négociés entre des autorités autonomes ou indépendantes, autonomes au Pays de Galles et l'Europe. Avec le Brexit,
ce processus, si tu veux, de négociation, ce processus institutionnel-là, s'est interrompu et a restauré Westminster, restauré Londres dans son rôle décisionnaire par rapport au reste. Donc il y a vraiment le sentiment d'avoir été dépossédé à la fois financièrement, économiquement et politiquement par le Brexit. Alors que au Pays de Galles, on a plutôt voté pour sortir de l'UE. Bon. En tout cas, ça n'a pas été un vote aussi tranché En Angleterre. en Angleterre, et voilà. Donc, dans ces trois nations-là, Galles, Écosse et Irlande du Nord, on voit se renforcer, se consolider des dynamiques qui sont déjà à l'œuvre depuis un certain nombre d'années dans cette, j'allais dire cette périphérie. C'est pas la périphérie du Royaume-Uni, c'est le Royaume-Uni, mais disons qu'il y a l'Angleterre qui est économiquement, démographiquement très très dominante. Alors c'est intéressant tout à l'heure quand tu as parlé de la victoire du Sinn Féin aux élections de la semaine dernière. Tu as mis l'accent en fait sur la façon dont ils avaient pris à bras le corps en fait la question sociale. Ouais. Partout en Grande-Bretagne, la question sociale est une question aiguë, est une question grave, est une question qui inquiète beaucoup des Britanniques. Il y a eu des élections locales en Angleterre aussi la semaine dernière, où on a vu le parti conservateur un peu perdre un peu du terrain, sans pour autant voir un Labour triomphant. Pourquoi est-ce que le Labour anglais, en fait, n'arrive pas à finalement transformer l'acuité de cette question sociale en des victoires électorales? Qu'est-ce qui manque et qu'est-ce qui va pas? Parce qu'il faudrait qu'il commence par la poser, la question sociale. Donc ma réponse la plus courte, c'est celle-là. Alors après, la première chose qu'il faut préciser en réponse à la question que tu me poses, c'est que peut-être ce que j'ai pas eu l'occasion de dire depuis tout à l'heure, c'est qu'en Irlande du Nord, c'était l'élection qui a eu lieu le même jour, mais c'était une élection de renouvellement du Parlement nord-irlandais. Oui, là je parle d'élections locales, des communes, exactement. etc. Alors que en Grande-Bretagne, donc pas au Royaume-Uni, mais en Écosse, au Pays de Galles, en Angleterre, c'était des élections locales. Et ces élections locales, elles sont un peu particulières parce que c'est des gens qui sont élus pour 4 ans, mais tous les conseils locaux, toutes ces autorités locales ne sont pas réélus en même temps. Donc en gros, c'est un petit quart de l'ensemble de ces conseils qui a été renouvelé. C'est environ, il y en a environ 150 qui ont été renouvelés sur plus de 400. Donc ça c'est un petit tiers. Et il y a 20 000 conseillers comme ça au Royaume-Uni, dont la grande majorité se trouve en Angleterre. Et là, on a renouvelé un peu plus de 4 000 dans des régions urbaines, dans des zones plutôt urbaines qui sont électoralement plus favorables aux travaillistes en général. Donc ce résultat très mitigé, pour être sympa, des travaillistes, il l'est encore plus si on regarde la géographie de ce vote, qui est un vote qui a été plutôt urbain et donc plutôt classiquement favorable aux travaillistes. Donc en fait, les travaillistes ont bien marché au Pays de Galles, mais dans le contexte que j'ai décrit il y a un instant, c'est-à-dire de distanciation très forte des dirigeants travaillistes du Pays de Galles vis-à-vis du parti principal national en Angleterre. Les travaillistes ont progressé en Écosse, mais en Angleterre, en fait, c'est un résultat très mauvais, mitigé, voire carrément mauvais. Alors oui, les conservateurs se sont pris une grosse claque, c'est-à-dire ils ont perdu près de 500 sièges, donc sur 4000. Hein. Bon. Mais c'était attendu, vu le désaveu de Boris Johnson en ce moment. Donc ils ont perdu. Alors on a beaucoup parlé de ces deux boroughs de Londres, ces deux districts de Londres qui étaient très anciennement conservateurs, Westminster et Wandsworth. Et Wandsworth était même un joyau du thatchérisme, etc. Donc ils ont perdu ça. Donc évidemment, c'est facile à commenter. On se dit la grande défaite symbolique, etc. Mais ils ont gagné d'autres trucs ailleurs. Et finalement, ça fait 12 ans qu'ils sont au pouvoir. Ils ont mis en place une autorité qui a tué des gens par milliers. Les démographes ont mesuré les effets en termes de mortalité, de surmortalité, de l'austérité. Le Covid a tué des dizaines et des dizaines de milliers de gens de manière, on peut dire, pas nécessaire. Bon.
le train la situation du coût de la vie en Angleterre, notamment sur les coûts de l'énergie, est absolument dramatique. Là, il y a 14 millions et demi de gens sous le seuil de pauvreté, avec l'augmentation des coûts de l'énergie, du coût du chauffage, qui est une augmentation, alors qui a déjà été énorme, mais qui va être encore pire là dans les semaines qui viennent, et on parle d'un plafond à 54% d'augmentation. Enfin, c'est un truc absolument gigantesque. Bon, on prévoit qu'il y ait 1,3 million de personnes qui basculent dans la pauvreté supplémentaire, qui basculent dans la pauvreté absolue. Donc sur 2022-2023, on prévoit une population d'environ 16 500 000 personnes sous le seuil de pauvreté. Bon. Donc on pourrait dire, plus les scandales, les conflits d'intérêts absolument grossiers, grotesques, pendant le Covid et après, là encore tout récemment avec Owen Paterson, bon, passons là-dessus, ou l'histoire de ce parlementaire, juste à la veille des élections, le type, on découvre, qui regarde du porno sur son portable en plein Parlement, quoi. Bon. On pourrait se dire, le cumul de toutes ces choses grandes et petites, symboliques... C'est un boulevard pour les travaillistes. Aurait dû être... bon. Et en fait, pas du tout. C'est pas le cas. Et les travaillistes, bon, on dit les travaillistes ont gagné 108 sièges de conseillers dans ces élections. Mais sur ces 108 sièges, la grande majorité, 66, ont été gagnés au Pays de Galles. Un parti travailliste qui se distancie, bon, je répète pas ça. Une vingtaine ont été gagnés en Écosse. Et il y en a une vingtaine seulement qui ont été gagnés en Angleterre. Donc 20 sièges, on parle d'un renouvellement de 4000 sièges. Mais en fait, c'est ridicule. Ouais, qu'est-ce qui va pas? Parce que nous, en France, on dit tout le temps, bah, ça va pas parce qu'ils sont désunis. Bon, voilà, c'est comme ça que genre les gens, à la schlag, s'il faut que je le résume, c'est ça qu'on dit. Eux, qu'est-ce qui se passe? Ils sont pas désunis, il y a un parti travailliste. Ouais. Non, ils savent. Oui, c'est vrai. Donc qu'est-ce qu'ils disent pas? Je croyais que tu disais, c'est le parti travailliste qui est désuni. Non, mais il y a qu'un seul parti travailliste. Oui. Eh ben, écoute, c'est que sur tous les sujets sur lesquels les travaillistes pourraient avoir un discours clair, audible, tranché, ce discours n'est pas tenu. Et jusqu'à présent, même les commentateurs les plus bienveillants sont incapables de dire quelles sont les lignes programmatiques défendues par les travaillistes. Jusqu'à présent, la politique a consisté à faire quoi? La stratégie travailliste à laminer et exclure toutes les composantes de gauche du parti. Alors on a parlé de Jeremy Corbyn lui-même, de Ken Loach qui s'est fait exclure il n'y a pas si longtemps, tous les groupes qui étaient des groupes militants, socialistes, de toute nature, se revendiquant du marxisme, etc. Exclusion tous azimuts dans des conditions d'un autoritarisme incroyable et dans des conditions où il y a un parti qui piétine ses propres règles de fonctionnement. C'est-à-dire qu'en fait, il faudrait que ces gens, je me permets de dire ça, n'arrivent jamais au pouvoir. Quand on voit le respect qu'ils ont pour leur propre mode de fonctionnement, on se dit, bon, mais ça, c'est une autre discussion. Mais donc c'est quoi? C'est les blairistes, les descendants des blairistes, les héritiers des blairistes qui ont gagné? Alors, on peut dire ça, mais avec cet élément supplémentaire, qu'il y a eu une gauche reconnaissable pendant plusieurs années qui a failli remporter les élections en 2018 sous un certain Jeremy Corbyn. La dernière élection comparable, c'est 2018. Les résultats des travaillistes ont été excellents. Et donc là, on peut pas dire on réussit pas parce que on a un effet Corbyn prolongé, parce qu'il y a des gens qui ont osé dire ça. Non, parce qu'en 2018, les résultats des travaillistes dans ces mêmes élections ont été très bons, un an après des élections législatives où ils ont failli l'emporter. Bon. Donc, la stratégie travailliste là, juste pour essayer de résumer ça, consiste à se débarrasser de tous les éléments de la gauche. Donc c'est vraiment une stratégie de lutte interne, de nettoyage politique, de liquidation politique interne absolument brutale, et de compter sur l'usure politique des conservateurs au pouvoir. Manifestement, il y a un calcul qui consiste à se dire voilà, ça fait longtemps qu'ils sont au pouvoir, Boris Johnson est universellement reconnu pour un type pas fiable, un menteur. En plus, il y a eu tous ces scandales où il a fait en gros la fête à Downing Street sans les masques, alors que les masques et les précautions sanitaires étaient imposées à la nation entière. Donc là, il y a un vrai scandale autour de ça.
que Boris Johnson, et c'était des trucs où il y avait des réceptions, il y avait 100 personnes, les gens portaient pas les masques, est arrivé une douzaine de fois, donc avec une enquête de police, etc. Donc là, il y a vraiment un calcul sur, de toute manière, il va y avoir une usure accélérée du pouvoir et nous allons tirer les dividendes de cette usure-là sans avoir à nous engager. Si on va récupérer le pouvoir sans avoir de projet, puisqu'on est l'alternative naturelle. Alors, avec le projet d'être économiquement responsable. Alors, économiquement responsable, on sait ce que ça veut dire. C'est-à-dire de ne prendre aucun engagement sérieux sur quelque question sociale que ce soit. Et ça, ça a atteint un degré de caricature qui, en fait, est effrayant. Et tous les exclus dont tu parles du parti travailliste, finalement, toute cette frange la plus à gauche, si elles n'ont pas possibilité, en fait, de s'exprimer au sein de leur parti, est-ce qu'ils ne peuvent pas reconstituer quelque chose, finalement, en dehors de ce parti? Alors, c'est la question qui se pose toujours. Écoute, là, il faudrait faire une autre... peut-être pas, mais c'est peut-être pas nécessaire. Une autre petite émission pour savoir ce qui se passe, parce que là, il y a plus de 200 000 personnes qui ont quitté le parti, et il y a plus tous ceux qui ont été ou avec ceux qui ont été exclus. Donc c'est une saignée énorme avec des problèmes financiers terribles pour le parti. Le parti a licencié 70 ou 80 membres de son personnel permanent. Il y a moi qui ont fait grève contre leurs conditions, les conditions de leur licenciement. Enfin bon, c'est vraiment une situation très très extraordinaire. Donc là, pour l'instant, il y a un abattement et comment dire, un découragement, je crois, important et assez universel, surtout face à l'énormité de la vague de misère sociale terrifiante qui est déjà en cours, mais qui va s'aggraver de manière considérable. Donc, sans débouché politique, du coup. Sans débouché politique. Alors c'est aussi pour ça que ce qui se passe en Écosse et en Irlande en particulier sont aussi peuvent être des sources d'encouragement pour ce qui se passe pour la situation politique en Grande-Bretagne. Il y a une autre chose que je voulais... Oui, il y a quand même une ironie assez délicieuse de la situation, enfin je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut la qualifier, c'est que Boris Johnson est dans ces scandales, en particulier autour de son non-respect des règles que lui-même avait mis en place. Voilà. Et donc Boris Johnson, il n'a pas de problème particulier. Je veux dire, les classes dirigeantes dirigent, il est là, il n'est pas là, en fait il est toujours là, et en fait il n'a pas prévu de démissionner. Alors il y a pas mal de pression dans son parti, on est un peu embarrassé, il faudrait qu'il parte, mais lui n'a pas prévu de le faire. Depuis hier, depuis 2 jours, Keir Starmer fait l'objet d'une enquête de police pour une raison comparable. Mais pour en fait une raison comparable, mais sous une forme très très mineure. Il y a eu une occasion où il a bu une bière et il a mangé un curry au cours d'une campagne électorale à Durham. Il y avait quelques personnes, ils portaient pas les masques, ils auraient dû le faire. Mais en comparaison on pourrait dire, c'est pas grand-chose. Le problème, c'est que Starmer est tellement monté sur ces grands chevaux de morale politique. C'est un peu Fillon qui dit « aurait-on vu le général de Gaulle ?» Bon. Et là, on a Starmer qui explique que s'il devait faire l'objet d'une amende, alors hier il a déclaré ça, il devrait démissionner parce qu'ils ont menti, ils ont dit que telle et telle personne n'était pas là alors qu'il s'avérait qu'elles étaient là, et en plus il s'est permis de monter sur ses grands chevaux en donnant des grandes leçons de morale. Bon. Donc là, vu qu'il y a une enquête de police et qu'il va peut-être recevoir une amende pour un truc qui était mineur, il aurait pu répondre oui, on a fait ça, mais c'est sans comparaison, c'est une attaque de la droite. Mais comme il ne veut pas se mettre à dos les journaux de droite, donc il n'a pas fait cette sortie-là. Mais bon. Et donc, c'est lui qui risque de démissionner là. Voilà. Alors que Johnson aurait 1000 fois plus de raisons de démissionner. Alors, si ça devait arriver... Johnson n'a jamais été un chevalier blanc. De quoi que ce soit. C'est le moins qu'on puisse dire. La morale. Donc, là-dessus, on est tranquille. Donc oui, il est en paix avec lui-même, Boris. Il n'y a pas de problème. Mais Starmer là pourrait être contraint de démissionner. Je pense qu'il a fait cette déclaration-là parce qu'il est à peu près certain que la police de Durham lui filera pas une amende vu le délai, etc., etc. Donc ça lui permet de dire regardez, moi j'ai dit que j'allais démissionner, mais donc finalement. Donc je pense qu'il y a une énorme hypocrisie là-dedans. Mais si la chose devait arriver finalement, le renouvellement de la direction du parti pourrait être l'occasion pour les composantes de gauche
dans et autour surtout du parti, d'essayer de reprendre un peu la main. Mais la structure du champ politique en Angleterre, en Grande-Bretagne, l'expérience l'a montré depuis des années, rend très très difficile la constitution de groupes périphériques et de dynamiques. Bon, voilà, le système électoral rend toutes ces choses très difficiles. Cela dit, juste pour terminer là-dessus, il y a quand même un truc qu'il faut ajouter, c'est que les grands vainqueurs en Angleterre du scrutin, ce sont les libéraux-démocrates, qui étaient censés être très très en difficulté depuis un certain nombre d'années. Là, ils ont gagné plus de 200 sièges, gagné des autorités locales, etc., des assemblées locales, et les Verts britanniques. Donc eux ont connu d'authentiques, on parle de dizaines, voire de centaines de sièges, quand les travaillistes en ont ramassé 20 en Angleterre. J'ai une dernière question, Thierry, c'est une question sur la reine Elisabeth II et sur la monarchie. C'est important de parler de la reine quand on parle du Royaume-Uni. En mangeant du chocolat. Oui, voilà, toujours. Et là, c'est pas de chocolat sous la main ou en buvant une coupe de thé. Alors, c'est vrai que vu de l'étranger, ça paraît toujours un peu vieillot, en fait, ce système de la monarchie britannique. On lit souvent que l'attachement des Britanniques à la couronne passe d'abord et avant tout, ou aussi par la reine d'Angleterre, Elisabeth II, et qu'une fois celle-ci disparue, et là elle commence à approcher les 100 ans, il sera difficile de continuer de faire vivre le système monarchique actuel. Ça aussi, est-ce que tu penses que ça pourrait participer finalement de la dislocation du Royaume-Uni? Est-ce que finalement ce serait pas aussi la reine qui permettrait le lien en fait entre toutes les entités si différentes du Royaume-Uni, ou est-ce que c'est une vision complètement romantique et absurde? Non, pas du tout. Alors la question c'est est-ce que c'est la reine ou est-ce que c'est la monarchie? Alors, je comprends tout à fait pourquoi tu poses la question, parce que s'ajoute à ce que tu dis comme élément de contexte les histoires de Meghan Markle et le prince Harry, là c'est ça, qui ont décidé de faire un peu dissidence, sécession, exactement, au balcon, etc. Et donc il y a du désordre un peu au palais, et que plus les scandales abominables de l'autre. Oui, bien sûr, la prostitution, donc, etc. Donc on pourrait dire la légitimité morale, etc. de la famille royale va assez mal. Et donc reste la reine. Donc c'est probablement quelque chose qui joue dans le contexte. J'ai pas d'éléments d'enquête ou qui me permettrait d'en parler plus sérieusement que ça. Mais moi je pense que la monarchie a plutôt de beaux jours devant elle. Enfin, je suis plutôt optimiste pour la monarchie, parce que je crois que le pouvoir britannique et sa politique étrangère, alors il y en a besoin au niveau domestique, parce que c'est quand même une chose qu'on sous-estime, c'est un peu normal, mais il y a la dimension de cérémonialisme de la monarchie est aussi un instrument de pouvoir. On ne discute pas avec les cérémoniels. Le cérémonial, c'est un argument politique avec lequel on ne discute pas. Et quand on voit les moments cérémoniels de la monarchie, toute l'espèce de grand récit de l'histoire de la monarchie, de la Grande-Bretagne, enfin tout ça produit un lien idéologique très fort. Alors il faudra en parler plus subtilement que je le fais maintenant, mais je pense que ça déjà c'est une composante importante de la question. Tu parles des allocutions, des mariages, de tout ce qui est retransmis à la télé en grande pompe. De cérémonies, je pense encore il y a 2 ans, de quoi s'agissait-il? Il se trouve que je l'ai regardé pendant assez longtemps, moi-même j'étais surpris. Un mariage, un baptême? C'était pas un mariage, c'était pas un baptême, c'était. Il y a l'enterrement du mari de la reine. Ah oui, si, c'est ça. Qui est décédé il y a 1 an. Oui, bien sûr. Bon, et mais l'autre chose qu'il faut qu'on ait en tête, c'est que la monarchie anglaise, la monarchie britannique, c'est aussi une composante politique et communicationnelle, je sais pas, peut-être on peut dire comme ça, très très importante dans la politique extérieure britannique, qui historiquement, la Grande-Bretagne, contre les nationalismes de gauche et populaires, etc., pendant toute cette période de décolonisation, n'a pas cessé, par les moyens souvent les plus abominables, de soutenir soit des dictatures militaires, soit des monarchies autoritaires, notamment par exemple dans les pays du Golfe. Si Oman et l'Arabie Saoudite sont en place aujourd'hui, ils le doivent beaucoup, et les autres. La couronne. Et donc, dans leurs relations économiquement absolument stratégiques, notamment avec les pays de la péninsule arabique,
La monarchie, c'est pas une anecdote, c'est qu'on est entre monarchies. Il y a toute une dimension protocolaire de lien et de reconnaissance mutuelle avec ces pouvoirs monarchiques particulièrement archaïques et brutaux dans ces pays-là, et qui, il me semble que c'est un peu une chose qui m'est venue à l'esprit plus récemment en voyant les images des réceptions de Bin Salman et puis surtout le niveau d'investissement autour de ça qui suit toute cette dimension protocolaire qui est le niveau d'investissement du Koweït, de l'Arabie Saoudite, de Oman, de Bahreïn, en Grande-Bretagne, à Londres, dans toutes sortes d'activités à un très très haut niveau. Et l'économie, une part importante de l'économie britannique dépend de ces liens-là. Et dans ces liens-là, comment dire, c'est pas juste une dimension protocolaire. Je pense que c'est constitutif de l'étroitesse des liens qui existent entre des liens financiers, économiques, surtout sur le commerce des armes aussi, entre les pays de cette région-là, en particulier, il y en a quelques autres, mais je pense surtout aux pays de la péninsule arabique et la Grande-Bretagne. Donc la monarchie, ce que j'essaie de dire un peu confusément, j'espère qu'on comprendra quand même l'idée principale, mais elle remplit une fonction, si tu veux, diplomatique majeure en fait dans ce contexte-là. Et donc, il y a ce que tu dis, la reine reste celle qui donne encore une image crédible et légitime à un moment où la monarchie se porte assez mal dans un Royaume-Uni qui est soumis à des forces de dislocation importantes. Cela dit, cette monarchie a vocation à continuer de remplir un rôle stratégique assez majeur, je pense. Eh ben, on suivra ça de près, comme on suivra les pérégrinations de la gauche britannique qui, à mon avis, me semble très intéressante et très instructive aussi pour ce qui se passe en France. Merci beaucoup Thierry. C'est moi qui te remercie.